Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Romain et on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel avant-match. Troisième journée de la Ligue des Champions cette semaine et elle commence demain soir avec la réception du PSV Eindhoven au Parc des Princes. 3 semaines après la défaite à Londres face à Arsenal, le PSG doit obligatoirement s'imposer demain soir si il ne veut pas hypothéquer ses chances de top 8, par exemple, à l'issue de cette phase de poule. Bien sûr, demain, l'adversaire est abordable. Tactiquement, il devrait ouvrir le jeu en plus. Et il y a des éléments de contexte qui sont en notre faveur. On va développer tout ça dans cette vidéo, alors installez-vous, c'est parti. Avant que la vidéo commence, petit placement de produit pour le site ZoFoot qui vous propose des répliques non officielles mais d'excellente qualité de tous vos maillots préférés, beaucoup d'équipes représentées, sélection nationale aussi, avec des badges, écussons et flocages d'excellente qualité comme les coutures. Vous pouvez personnaliser tout ça au moment de votre commande avec 10% de réduction. N'hésitez pas à utiliser le code qui est dans la description, tout comme le lien vers la boutique et les détails de la promotion en cours. Vous avez un ou plusieurs maillot offert en fonction du montant de votre panier. Le maillot est à indiquer au moment du paiement dans la page de commentaires. Et pour la livraison, sachez qu'il vous faudra entre 15 jours et 3 semaines grand maximum pour recevoir votre commande. Voilà, merci à eux, c'est eux qui régalent. Alors, comme je le disais en intro, cet enchaînement PSV Eindhoven, Atlético Madrid sur les 2 semaines qui arrivent est pour moi le plus important de cette phase de poule de Ligue des Champions. D'abord parce que tu reçois les 2 fois au Parc des Princes. Et c'est un avantage, pas des moindres, surtout au vu des adversaires en question. Le PSV Eindhoven et l'Atlético Madrid sont 2 équipes moins fortes quand elles se déplacent. Et si nous avions eu à se déplacer chez eux, bien sûr que ça aurait été compliqué. C'est 2 stades où il y a de belles ambiances, par exemple. Ensuite, les 2 adversaires sont abordables, surtout de manière relative par rapport aux adversaires qui nous attendent après ou qu'on a déjà eu à affronter. Par exemple, Gérone-Arsenal, Bayern-Salzbourg et Manchester City, Stuttgart, je crois. Bon, c'est un autre niveau que la PSV Eindhoven-Atlético. S'il y a bien un couple de matchs où on doit faire 6 sur 6, c'est là. Voilà. Si on ne fait pas 6 sur 6 maintenant, je pense que ambitionner le top 8, ce sera très très compliqué. Et au contraire, si on remporte les 2 matchs qui arrivent, là, on pourra avoir des ambitions, des espérances sur ce classement final fin janvier en Ligue des Champions. Donc, c'est vraiment très important. Ces 2 matchs vont déterminer nos ambitions. On va y voir beaucoup plus clair. Je pense qu'en fait, il y a eu 2 choses sur cette phase de poule. Le tirage au sort, bien sûr, où on a tous été d'accord pour dire qu'on a eu un tirage de la mort, probablement un des plus difficiles de l'histoire de la compétition. Et le deuxième moment, ce sera le coup de sifflet final du PSG Atlético dans 15 jours, parce que à ce moment-là, on saura si on peut ambitionner le top 8 ou si on doit viser top 10, 11, 12. Voilà. Pour revenir sur le match de demain, normalement, ça devrait être un match intéressant. C'est vrai que avant la trêve, on a eu le Nice PSG, bon, pas très intéressant. Le Arsenal PSG, où là, le sentiment d'impuissance a fait que ça a été difficile à regarder. Le premier match de Ligue des Champions contre Gérone, où il nous avait un peu surpris à mettre le bus au Parc des Princes et ça avait été très chiant à regarder. Là, normalement, demain, ça devrait être ouvert. Comme Liam Rosenior samedi soir, Peter Bosz demain devrait ouvrir le jeu, le PSV, nous presser en individuel, aller chercher le ballon, attaquer et au-delà d'attaquer, en fait, essayer de défendre le moins possible parce que c'est ce qu'ils savent le moins bien faire et c'est ce qu'ils font le moins dans leur championnat qu'ils dominent de manière outrageuse, bien sûr. D'ailleurs, pour ceux qui habitent sur Paris, c'est le moment de craquer son string et d'aller au parc. Voilà, parce que c'est le premier match avec les Ultras cette saison. Il y avait eu le huis clos face à Gérone, donc peut-être que demain, il y aura un tifo. Des fumigènes, je sais pas, parce que le huis clos du premier match, c'était justement à cause de craquage de fumigènes. Donc voilà, demain, normalement, il devrait y avoir une bonne ambiance et puis surtout un match plutôt sympa. Parce qu'après l'Atlético, bon, je sais pas si ce sera aussi ouvert. Après, peut-être que demain, on va s'en tirer avec un vieux 1-0 comme face à Gérone. On disait pareil, justement, dans l'avant-match contre Gérone. Oui, c'est une équipe qui va ouvrir, qui va se livrer, machin, ça devrait donner un beau match. Et au final, on s'est fait chier. Bon, pour demain, je maintiens quand même. Normalement, on devrait pas se faire chier. Voilà. Parce que je préfère me référer au match contre Strasbourg samedi, par exemple,
où on a eu une équipe qui n'a pas délaissé ses idées de jeu. Le PSV est évidemment dans une très bonne dynamique à l'échelle nationale, leader de leur championnat avec que des victoires en 9 matchs, 29 buts marqués, 6 concédés. C'est très bien, voilà. Mais la Champions League, c'est autre chose. Et si on veut rester sur leur championnat, ils n'ont pas encore eu je crois qu'ils n'ont pas encore affronté d'équipe dans le top 5 de leur championnat néerlandais. Et en Ligue des Champions, donc déjà, le niveau est tout autre. Ils galèrent un peu plus déjà, hein, défaite 3-1 contre la Juve, match nul 1-1 contre le Sporting. Et d'un point de vue tactique, comme je l'ai déjà esquissé il y a une minute, ça va être différent. C'est-à-dire qu'en championnat, ils sont quasiment tout le temps au-dessus des 70% de possession. Il y a des fois, ils effleurent les 80%. Donc ça se rapproche du PSG de Luis Enrique. Et en Ligue des Champions, même contre la Juve et le Sporting, ils font 57 et 58% de possession. Bon, demain, normalement, ça devrait être une situation inédite pour eux du coup, parce que ça m'étonnerait qu'ils atteignent ces sphères. Déjà, s'ils ont la possession, je serais plutôt surpris parce que on peut tout reprocher au PSG de Luis Enrique, mais quand même, on confisque le ballon d'une manière assez violente. Donc là-dessus, sans ballon, comment est-ce qu'ils vont gérer? Voilà, d'habitude, ils jouent haut, par exemple, ils se font prendre peut-être sur les replis défensifs, les contre-attaques. Là, ça devrait être différent. Ils vont devoir défendre peut-être avec un bloc plus bas et loin de leur standard habituel. Comment vont-ils réagir, s'adapter? Donc sur le papier, on a les qualités de leurs défauts. Mais ils ont aussi un gros défaut sur lequel, notamment en première mi-temps, ça va dépendre de ce que va vouloir mettre en place Luis Enrique, c'est sur les replis défensifs chez eux. En contre-attaque, si on joue rapidement, on va avoir des occasions. Maintenant, je faisais référence à la première mi-temps parce que souvent en deuxième, on se débride. Mais en première, est-ce que Luis Enrique va vouloir se livrer très rapidement et allonger, faire des passes laser en profondeur, machin? Ça va être toute la question. Si c'est le cas et qu'il décide de se livrer, on devrait avoir des grosses occasions très rapidement. Mais c'est vrai que souvent, il faut attendre la deuxième mi-temps. Contre Nice, typiquement, on prend la profondeur en seconde. Contre Gérone, l'occasion énorme de Dembélé qui est sur un contre, c'est en deuxième mi-temps. Donc voilà, on va voir un peu comment ça va se goupiller tout ça. Bien sûr, il y a des absences de marque chez eux. Ça, c'est à noter. Contexte très favorable pour nous. Jerdy Schouten, pas inconnu. Luis Campos le pistait cet été. Je crois qu'il demandait 60 millions. Du coup, on a dit, bon, on va quand même se calmer. Le frérot a 28 ans. C'est un milieu défensif, hein, bien sûr. Donc un peu plaque tournante de leur équipe. Verman aussi. Forfait surprise du latéral droit, Rick Karsdorp. Ça aussi, c'est important parce que du coup, je crois que effet domino, un joueur qui devait dépanner au milieu de terrain va du coup devoir jouer plus bas. Parce qu'il y a ce forfait qui force. Il y a d'autres absences de longue date. Sergino Dest depuis l'année dernière. Irving Lozano et Ivan Perisic aussi, qui est arrivé chez eux après la date butoir pour donner sa liste UEFA. Donc, il peut pas être inscrit et convoqué sur les matchs de Ligue des Champions. Bon, après, il y a quand même une bonne équipe. Notamment une ligne d'attaque assez intéressante. Bakayoko, pareil qu'on connaît. On le pistait au Mercato 2023. Le Mercato où on piste Ryan Cherki pour la première fois en janvier et où on finit avec le dossier rocambolesque Hakim Ziyech. 2 jours avant, je crois qu'on fait une offre pour Bakayoko qui est refusée. Noah Lang, bien sûr, voilà, qui va se sentir Neymar dans son jardin, le Parc des Princes. Luc de Jong aussi. Luc de Jong qui sur la ligne d'attaque, c'est limite celui qui me fait un peu peur. Parce que c'est vrai que c'est le genre d'attaquant bon en déviation, bon sur les centres, les coups de pied arrêtés, voilà, qui est très grand, qui va donner un vrai duel à Pacho. Donc ça va être intéressant à suivre, voilà. Après, bon, leur milieu de terrain reste quand même décimé. Normalement, demain, si on ne remporte pas la bataille du milieu, ça va être très compliqué de se projeter sur une phase à élimination directe en Ligue des Champions cette saison. Parce que normalement, demain, voilà, tu dois imprimer ton rythme, tu dois gagner la bataille du milieu. Et défensivement, notamment leurs latéraux, normalement, ce sera Dams et Ledesma qui seront titulaires.
ils sont pas réputés pour être très très bons défensivement, notamment dans les 1 contre 1. Sur les ailes, on doit faire mal. Dembélé, Barcola à minima, avec l'aide d'Hakimi, voire Nuno Mendes sur le côté gauche. Normalement, on aura des occasions et on doit être très juste dans les 1 contre 1, les dribbles, techniquement aussi. Là aussi, j'attends beaucoup de notre équipe parce que contre Arsenal, contre Nice et tout ça, c'est vrai qu'on avait été plutôt déçus du niveau technique affiché. Donc c'est vrai que demain, on a quand même des circonstances qui sont assez favorables. Niveau composition du côté du PSG, alors c'est assez flou sur 2 postes, le faux numéro 9 et au milieu de terrain. Au milieu de terrain, bien sûr, la balance entre Joao Neves, Fabian Ruiz. Je pense que Vitinha et Warren sont titulaires. Après, ça se discute et on va le faire justement. Bon, commençons avec le poste de gardien, Donnarumma, bien sûr, qu'on attend demain, bien sûr, hein, s'il y a des occasions et tout ça. Il faut absolument qu'il réponde présent, parce qu'on se rappelle de son dernier match contre Arsenal. Je l'ai défendu dans le débrief du match contre Strasbourg ce week-end, mais contre Arsenal, il avait été pitoyable. Mais vraiment. Et il était apparu très en retard, pas à l'aise, complètement, voilà, très peu réactif, mentalement et même physiquement. Physiquement un peu lourd, un peu bouboule. Donc voilà. Demain, on espère que il va afficher un autre niveau. Bon, la ligne défensive, ça pour le coup, c'est très clair. Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, pas de problème là-dessus. On va revenir sur l'animation, notamment sur le côté gauche, j'ai 2-3 remarques à faire. Au milieu, Vitinha à 90 minutes dans les jambes contre Strasbourg ce week-end. Normalement, il sera titulaire. En 6, j'ai envie de dire oui. Après, contre Nice, Luis Enrique l'a fait rentrer en tant que relayeur avancé, mais plutôt sur le côté droit. Après, on allait chercher un score. Donc, c'est assez différent. Je pense qu'il sera 6 demain. Je pense qu'il sera 6. Bon, Joao Neves, je pense aussi qu'il sera titulaire. Moi, je pense que ce sera Vitinha, Joao Neves et Warren. L'équipe, aujourd'hui, ont mis Ruiz à la place de Neves. Bon, je comprends pas trop parce que Ruiz, même s'il fait une très bonne trêve internationale, il fait pas une bonne entrée contre Strasbourg. Enfin, en fait, c'est assez paradoxal parce que il y a plusieurs fois cette saison où il est rentré. Techniquement, donc normalement, quand tu fais rentrer Fabian Ruiz, surtout quand tu gagnes, c'est pour mettre le pied sur le ballon, tu vois, et avoir voilà, un joueur qui va t'apporter de la sécurité. Mais techniquement, il est pas bon du tout. Or, défensivement, il est bon. Encore samedi contre Strasbourg, il fait 2-3 récupérations aux abords de sa surface qui sont assez intéressantes. Il faut le noter. Mais techniquement, il est pas bon. Donc ça, c'est un peu paradoxal. Bon, dans tous les cas, je serais assez surpris de voir Fabian titulaire. Joao Neves a la dynamique pour lui. Il couvre une zone qui est absolument incroyable. Voilà. En plus, au fil du match, il prend en activité, en dynamisme. Donc, voilà, moi je suis sous le charme de Neves, même s'il y a des petits ajustements à faire. Je reste persuadé que c'est un joueur de double pivot. Par son activité exceptionnelle, je pense que lui, avec un 6 plutôt positionnel, c'est la formule parfaite. Après, voilà, en relayeur, il s'éclate. Je tiens à rappeler que je fais partie des sceptiques sur notre milieu de terrain, notamment le duo avec Vitinha. Et je n'abandonne pas l'idée d'avoir Neves numéro 6 et Vitinha en relayeur. Mais vraiment, parce que Vitinha a une qualité de frappe aux abords de la surface. Je pense que Vitinha a une capacité à s'excentrer aussi qui est un petit peu meilleure que Neves. Et surtout, Neves en 6, c'était son poste à Benfica. Il a beaucoup plus de repères. Il y a joué dernièrement. Donc tout ça, je l'exclus vraiment pas. Hein. On sait que voilà, ce poste de relayeur gauche, c'est grosso modo celui où Luis Enrique est le moins satisfait parce qu'il tâtonne énormément. Bon, à droite, Warren, bien sûr. Voilà, il sort d'un bon match contre Strasbourg, on l'a souligné. Il est sur le côté avec Hakimi et Dembélé, où il y a des automatismes, où il réussit à bien compenser les efforts, les courses faites par Hakimi. Il reste un petit peu en retrait. À la perte de balle, du coup, il est toujours bien placé. C'est vraiment voilà, un joueur important pour lancer le contre-pressing assez rapidement. Il s'aventure bien. À
avec ballon, voilà, ce week-end, il a fait preuve d'une personnalité plutôt assez rare chez lui, donc ça fait plaisir. Maintenant, revenons sur le côté gauche. Parce qu'il y a un vrai enjeu, comme je le disais. Tactiquement, je pense que c'est ce que je vais le plus regarder. C'est vrai que cette saison, on a quasiment aucun match, j'ai aucun match en tête, où le côté gauche a été fluide, où le latéral, le relayeur et Barcola s'entendaient à merveille, se compensaient avec, sans ballon, machin, où ça marchait aussi, où il y avait des actions de classe. Bon, Nuno, c'est compliqué de le mettre à l'aise. Là, c'est vrai qu'il n'est pas très à l'aise sur ce début de saison. La solution qui a été esquissée contre Nice par Luis Enrique, à savoir le milieu relayeur gauche qui va compenser les montées de Nuno. Alors, c'est pas nouveau. C'est nouveau parce que c'est João Neves qui l'a fait contre Nice. Mais la saison dernière, Fabian Ruiz le faisait sur des grands matchs de Ligue des Champions. Donc demain, on peut ne pas écarter cette solution du relayeur gauche qui vient se mettre en troisième centrale pour laisser Nuno un cran plus haut. Moi, j'aime cette solution. J'aime cette solution déjà parce que Nuno plus haut, c'est tout de suite plus intéressant. Aussi, je préfère avoir Nuno plus haut que João Neves ou Fabian Ruiz, par exemple. Et surtout, en fait, mettre un milieu dans ce rôle de troisième défenseur, je trouve que c'est différent que de mettre Nuno ou un défenseur latéral style Lucas Hernandez ou Beraldo. Dans le sens où le milieu dans ce rôle de défenseur, de troisième défenseur, bon, il va jouer plus haut, on va pas se mentir. Quand on aura la position haute, il va pas hésiter à monter. Il va pas s'inscrire dans un cadre très restrictif, comme un Nuno Mendes, Lucas Hernandez et tout ça. Et ça permet un effet domino sur Pacho, parce que Pacho actuellement, donc, il est axial, enfin, il joue libéraux. Et c'est vrai qu'à la relance, très peu de personnalité, parce qu'il est très axial aussi. Et j'aimerais bien voir une base de relance à deux avec Marquinhos et Pacho, quoi. Le troisième central, voilà, c'est un milieu qui joue un cran plus haut. Parce que Pacho, si on l'excentre, je pense qu'il aurait plus de solutions de passe, voilà. Et qu'on le verrait un petit peu plus. Donc ça, c'est à travailler. Après, est-ce que demain, c'est propice à ce que je viens de dire? Je sais pas. Parce que le PSV, c'est une équipe normalement qui va venir nous chercher, nous presser, machin. Donc c'est vrai que bouleverser un petit peu les automatismes, ça peut être un contexte défavorable. Peut-être contre l'Atlético, qui nous attendra, ça pourrait être intéressant de tester ça. Voilà. Après demain, je sais pas, j'en suis pas certain. Voilà. En attaque, Dembélé va retrouver bien sûr son poste d'ailier droit, Barcola à gauche. Voilà, Barcola, ça rejoint ce que j'ai dit sur ce côté gauche. Il faut absolument le mettre en valeur. Quand Barcola s'entend avec son milieu, par exemple au début de saison, João Neves lui a donné une passe D contre le Havre. Il y avait une bonne connexion, même contre Montpellier, je crois, une bonne connexion entre les deux. Depuis, ça s'est un peu estompé. Avec Lee Kangin, faux numéro 9, quand Lee revient relayeur gauche, attends, contre Nice, quand Lee rentre, c'est en tant que relayeur gauche, je crois. Il s'entendait plutôt bien avec Barcola. Voilà. Alors que avant l'entrée de Lee contre Nice, Barcola était plutôt, était assez discret. Quand il est mis en valeur par ses joueurs, ce week-end typiquement, ce week-end avoir Mayoulou qui bouge, voilà, Barcola il te fait une passe décisive. Barcola est moins prévisible parce qu'il y a du mouvement autour qui crée de l'incertitude chez les défenseurs adverses. Voilà. Donc ce côté gauche doit être beaucoup mieux animé avec un milieu qui se projette, un défenseur, un latéral qui dédouble, un numéro 9 aussi, le faux numéro 9 qui peut aussi lancer en profondeur Barcola. Donc tout ça, ça va vraiment être pour moi la zone que je vais le plus scruter demain soir. Pour le poste de 9, alors dans l'édition de l'équipe aujourd'hui, ils annoncent Asensio titulaire. J'ai trouvé ça un peu surprenant. Ok, Lee a commencé sur le banc sur les 2 derniers matchs. C'est factuel. Contre Strasbourg et Nice, Lee est sur le banc. Mais c'est des contextes particuliers. Strasbourg, il rentre de trêve internationale. En tant que Sud-Coréen, tu vas pas le mettre titulaire. Contre Nice, il sortait d'un match de Ligue des Champions où il avait été un peu essoré. Et puis surtout, sur les 2 matchs où il commence remplaçant, il fait d'excellentes entrées, Lee Kangin. Pour moi, demain,
ça paraît un peu évident que Lee est titulaire pour ce rôle de faux neuf, parce que je lui vois plus de volume qu'Asensio, même si Asensio a sûrement une meilleure finition que Lee, et aussi Asensio est moins capable d'entrer dans un match. C'est-à-dire qu'il vaut mieux avoir Lee sur ton banc qu'Asensio. Asensio en entrant, bon, à moins que tu domines, que tu mènes et que ton but soit de gérer le score, Asensio, bon, c'est difficile de le faire rentrer dans un match. Déjà parce qu'en plus, quand il est titulaire, il a besoin de temps d'adaptation. Voilà, il lui faut toujours au moins 20 bonnes minutes pour se mettre dans le rythme du match et apparaître enfin. C'était le cas contre Strasbourg, pas plus tard que samedi soir. Bon, alors après en face, il y a une question aussi que je pose. Bon, je me mouille un peu, mais on a une équipe normalement qui devrait jouer haut, nous presser, laisser des espaces. Est-ce que ce serait pas le moment pour offrir à Kolo Muani une titularisation? Déjà, nous, pour jouer avec un vrai neuf qui va fixer la charnière centrale, maintenir bas le bloc du PSV, parce que si tu as un faux neuf qui fait que décrocher, bien sûr que les centraux du PSV vont faire remonter leur bloc. Or, si tu as un vrai neuf qui reste un petit peu plus haut, voilà, en plus d'avoir de la présence dans la surface, faire travailler les défenseurs centraux adverses, bon, il y aura des espaces. Il y aura des espaces aussi, donc peut-être que pour Kolo Muani, on s'attend à une physionomie de match qui devrait coller avec ses qualités. On peut penser par exemple au déplacement à Dortmund l'année dernière où il avait, même s'il avait vendangé, il s'était quand même créé toutes ces occasions. Et alors même si, il était ailier droit, je crois, sur ce match-là l'année dernière. Mais voilà, en tant que numéro 9 demain, ça me surprendrait pas d'avoir Kolo Muani titulaire. Après, il y a la question de sa blessure, parce que c'est vrai qu'il y a touché à la cheville gauche. Il était forfait contre Strasbourg. Il s'est entraîné individuellement avant-hier. Non, dimanche. Donc c'était hier, pardon. Et aujourd'hui, il était à l'entraînement collectif, je crois. Donc bon, il est dispo demain. Mais c'est vrai qu'il s'est un peu blessé. Après, avec l'équipe de France, il a joué, donc il a du rythme. Donc voilà. Moi, c'est un débat que j'entends. Si vous me dites demain, je préfère titulariser un vrai neuf, parce que en face, il y aura des espaces. Il faut essayer de recroqueviller l'adversaire dans ses derniers mètres et donc avoir un neuf qui va faire baisser la ligne défensive, avoir de la présence dans la surface. Bon, je peux l'entendre. Voilà, je peux l'entendre. L'arbitre, c'est intéressant, ce sera Glenn Nyberg. Donc, c'est un jeune Suédois qui a la trentaine, je crois. Il nous a déjà arbitré une seule fois, c'était justement le déplacement à Dortmund auquel je faisais référence juste avant, le match nul 1-1 avec le but de Warren en fin d'année civile 2023. Il y avait eu des actions litigieuses, hein. Rappelez-vous, des moments dans la surface de Dortmund où nos attaquants, sont touchés d'une manière qui porte à confusion. Par exemple, Mats Hummels sur Kolo Muani. Il y a un moment donné, je crois, en fait, il y a une action de Kolo. Ensuite, ils essayent de dégager le ballon, mais en fait, ils retombent dans la surface. Kolo Muani met le pied sur le ballon et Hummels le touche, le déséquilibre bien après que Kolo Muani ait touché le ballon et sans toucher le ballon. Principe d'une faute dans la surface qui mérite penalty. Donc voilà, ce soir-là, ce même arbitre n'avait pas sifflé des actions litigieuses. C'est quelque chose qu'on avait évoqué dans l'après-match contre Arsenal. Pareil, rappelez-vous, il y avait eu les petites actions litigieuses sur Marquinhos, Rice, Calafiori, la main, qui n'avaient pas été sifflées. C'est pas des pénaltys évidents, mais c'est des situations litigieuses où si tu siffles le pénalty, il n'y a pas scandale. Mais à chaque fois, ce genre de situation, elles sont contre nous. L'arbitre ne siffle pas pour nous. Donc voilà, c'est vrai que demain, si on pouvait les avoir en notre faveur, ce serait plutôt pas mal. Et je termine avec une info qui est sortie dans les médias espagnols ce matin, donc Relevo je crois, Aitor Unzue. Alors en fait, c'est le fils d'un adjoint historique de Luis Enrique, mais cet adjoint historique n'est pas dans son staff au PSG parce qu'il est malheureusement atteint de la maladie de Charcot. Et donc son fils est là. Luis Enrique l'a intégré quand il était sélectionneur espagnol dans son staff et il l'a emmené avec lui à Paris. Sauf que ce Aitor Unzue partirait. Voilà, part du staff. Alors, ce qui est bizarre, c'est que quand ils arrivent en 2023, il est second adjoint. Et cet été, il a changé. Il est devenu analyse vidéo.
ce qui s'apparente à une rétrogradation, on va pas se mentir. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Ça me fait surtout penser à la série sur Movistar, alors qu'on n'a toujours pas vu parce que les droits n'ont pas été vendus en France, je crois, donc personne l'a vu. Mais il y a des extraits qui ont tourné sur Twitter, surtout pendant la trêve internationale. Et il y en a un où Luis Enrique est avec tout son staff, et en fait toutes les 30 minutes, la montre de Luis Enrique sonne pour faire des pompes, des abdos, des machins, pour réveiller les groupes musculaires. Imaginez-vous avec votre boss en pleine réunion, corporate, team building, tout ce que tu veux. Et là, il arrête le truc. Tu es en train de lui présenter ton dernier projet, ton dernier plan de financement super machin chouette. Et là, le mec t'arrête et se met à faire une pompe contre la table, se met à faire des fentes, se met à faire des abdos, te sort un ballon en plastique et fait des exercices. Voilà, c'est assez exceptionnel. Enfin, on va pas se mentir, Luis Enrique a un côté déjanté. Enfin, ce staff est fou, quoi. La vidéo est assez lunaire. Pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite vraiment à aller sur Twitter et la voir parce que c'est vraiment super drôle, tu vois. Et quand j'ai vu que le mec partait du staff, je me suis dit, bon, ils sont tellement déglingués qu'en fait, mais moi je me dis, mais qu'est-ce que je fais si mon patron fait ça toutes les 30 minutes? À un moment donné, parce qu'en plus, ils le suivent pas, hein. Il y en a qu'un seul dans le staff qui fait comme Luis Enrique. Les 2 ou 3 autres, ils les regardent, ils sont comme des nigauds, là, ils les regardent. Ah, c'est exceptionnel. Franchement, c'est exceptionnel. Merci Luis Enrique pour le divertissement. C'est comme quand il va marcher pieds nus sur la pelouse, tout seul, là, sous la pluie, pour faire du earthing, pour se connecter à la nature sur la pelouse du campus PSG à Poissy. Ah non, mais c'est du grand art. Ou alors quand il s'énerve dans le vestiaire parisien, là, où il jette les gourdes sur les joueurs, machin, à la mi-temps du match contre la Real Sociedad. Ah, c'est assez exceptionnel. D'ailleurs, la séquence sur son staff là, ça fait penser à The Office version espagnole. Bref, on termine sur cette touche d'humour. On verra si du coup cette analyse vidéo sera remplacée dans le staff. Il y a aussi la question d'un spécialiste des coups de pied arrêtés, mais visiblement elle ne se pose pas au sein du club puisque Luis Enrique aurait refusé cet été d'en recruter un. C'est une info de Jamel qui l'avait donné il y a quelques temps déjà. Bonne soirée à tous, n'hésitez pas à poser un like si cette vidéo vous a plu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve du coup demain soir pour le débrief. Je réfléchis grandement à aller au parc, mais je pense qu'on va rester tranquille et faire le débrief. Voilà. Ciao les amis, prenez soin de vous.